Alors bonjour Fabien, moi ça me fait vraiment plaisir de te voir aujourd'hui puisque tu es un expert SEO depuis des années, tu as un réseau de sites, tu as intégré pleinement l'IA dans tous tes process, dans la création de contenu, etc. Et je trouve que tu le fais même avec un très beau succès. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu de GEO parce que moi j'entends parler de beaucoup de choses, des choses qui me semblent un petit peu fausses, des choses qui me semblent vraies et j'aimerais bien avoir ton avis d'expert. Alors est-ce que tu peux me dire quelques mots donc sur toi et ensuite on parlera GEO. Alors, du coup, je m'appelle donc Fabien Lara, je suis éditeur de sites, donc j'ai, je sais pas, 200 sites, je sais plus exactement combien. Depuis le Covid, en fait, je me suis intéressé au développement d'outils. Alors à l'époque, on était à GPT-2, hein, donc pour te dire. J'ai intégré, dès que ça a été disponible, en fait, les IA, enfin les LLM, pardon, dans mes process. Je fais énormément de R&D. Alors, je vais pas te faire la liste de tout ce que je fais en ce moment, mais par exemple, dans les outils que j'ai en cours de développement, j'ai des outils sur de l'analyse de log, j'ai des outils sur la génération de contenu avec un mode récupération de données, du scrapping, etc., etc. Donc, je prétends pas tout connaître parce que c'est pas possible, mais j'ai une connaissance assez technique. Enfin, en tout cas, je découvre techniquement comment ça marche, donc ce qui me permet de confronter un peu des fois des mythes et des explications diverses et variées. Alors du coup, pour le Géo, qui est le dernier terme à la mode, mais on va dire il y en aura peut-être un autre demain, ça s'arrête pas de changer. Donc générative, ça correspond à Generative Engine Optimization. Et donc grosso modo, c'est on va dire comment faire pour mieux ressortir sur les moteurs génératifs, donc type LLM. Aujourd'hui, puisque en France on a accès essentiellement à ça, on a accès en fait à des réponses enrichies sur Bing, hein, déjà. On ne sait pas trop quand ça arrivera en fait en France pour les AI Overview et AI Mode de Google, mais ça risque d'arriver à un moment donné. Aujourd'hui, si ce n'est pas encore en place, c'est parce que en gros les médias français font un blocus, mais dans quasiment tous les autres pays du monde, c'est déployé. Donc voilà. Alors, juste pour petit rappel, en fait, les gens ne se rendent pas forcément compte de ce qu'il y a derrière les LLM, mais pour faire un résumé hyper basique, un Ouais. LLM, c'est une machine à délirer. C'est-à-dire, en fait, elle récupère beaucoup de données. Alors, bon, je te simplifie à mort, hein. Elle récupère énormément de données, et ensuite, elle va essayer de répondre à une question en extrapolant sur les données qu'elle connaît. Et donc, en fait, par définition, elle invente, quoi. Ouais. Elle invente de façon statistiquement probable, voilà, et en général, elle va corriger. Il va y avoir en fait dans les chatbots qui sont, enfin, ce qu'on appelle les LLM aujourd'hui, dans les chatbots, il y a en entrée et en sortie des espèces de filtres de nettoyage en amont, Ouais. en aval. Typiquement, où on pose une question hyper choquante, le chatbot, il va pas répondre tout de suite, et d'ailleurs, même en API, il va pas répondre correctement. Pourquoi? Parce qu'il y a des filtres en fait en amont, d'accord? Et donc l'idée, c'est que ça délire pas dans une mauvaise direction. Donc ça, c'est Ouais. vraiment la base très très simplifiée. Et donc aujourd'hui, quand on parle de GEO, en fait, pour le moment en France, ça concerne surtout les LLM. Donc en fait, je suis dans ChatGPT, Perplexity, Claude, etc. Demain, ça concernera, et dans les autres pays, ça concerne déjà les AI Overview et l'AI-Mode. Donc en fait, si on fait un petit focus sur qu'est-ce que c'est que les réponses AI dans LLM, donc grosso modo, en fait, on va poser une question à un LLM, donc ChatGPT ou autre, et il va essayer d'y répondre par rapport à ce qu'il connaît déjà, son index de connaissances, d'accord? Si jamais il n'a pas les infos ou il pense qu'il faut les compléter, il peut ou pas, mais maintenant de plus en plus c'est le cas, déclencher la récupération de données en live. Donc en fait en mode RAG. Donc RAG c'est Retrieval Augmented, je ne sais plus quoi est le G, peut-être Ouais. génération, un truc comme ça. Et donc en gros, en fait, pour le moment, il va aller chercher des données complémentaires dans des index. Alors, si on prend l'exemple de ChatGPT, donc ChatGPT a un accord avec Microsoft, donc il va chercher des trucs dans l'index de Bing. Et apparemment, depuis quelque temps, il va aussi chercher des choses dans l'index de Google, ce qui amène à certains points qu'on verra après. Par exemple, je sais pas, il y a des études qui montrent que Perplexity est un petit voleur. Ils vont récupérer des données dans Google en se faisant passer par autre chose, etc., etc. Et donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a d'une part des données qui sont déjà dans la base de connaissances.
Et pour le coup, le LLM a pas besoin d'aller chercher les réponses. Si on demande, j'en sais rien, moi, est-ce que la France fait partie de l'Europe? Bah oui, il n'y a pas besoin de faire de recherche pour ça, c'est ma base de connaissances. Par contre, si on demande un truc qui concerne l'actualité de cette semaine, le budget, où ça en est, le budget 2025, bah là, du coup, il n'y a pas la réponse dans le moteur, Ouais. enfin, dans la base de connaissances, donc il faut aller chercher sur le web. Et donc, du coup, on va chercher dans Google, dans Bing ou autre. D'accord? Il y a des études qui montrent que si on pose des questions relativement complexes ou actualité chaude, si jamais on n'a accès que à la base de connaissances, il y a un taux d'erreur qui est catastrophique avec des fausses références. Il invente des trucs. Il invente des citations, il invente des liens, on clique dessus, ça marche pas. Et ça peut aller jusqu'à 60% d'erreurs dans les citations complètement fantasques. Si jamais il y a un mode RAG, où on va récupérer des données sur le web qui se déclenche pour compléter, et ben du coup, le taux d'erreur baisse de façon dramatique à 3, 4, 5%. Et d'ailleurs, en fait, un des pionniers là-dessus, enfin, un de ceux qui a anticipé un peu le truc, c'est Perplexity, puisque Perplexity commence par faire une recherche avant d'interroger son moteur. C'est le principe de base de Perplexity, là. Je simplifie, hein. Et d'ailleurs, GPT-5, lui, depuis la mise à jour de GPT-5, GPT-5, en fait, intègre cette partie RAG quasiment tout le temps, ce qui fait que les réponses sont beaucoup plus lentes assez souvent. Pose une question, puis réfléchit. Il dit, mais il répondait bien avant sans réfléchir. Bah, parce que maintenant, pour vérifier qu'il ne dit pas de bêtises, il va lancer des recherches. D'accord? Donc ça, Donc c'est le ça veut principe. dire que il y a une base qui est vraiment la base qui est figée et qu'on ne peut pas changer. Et sur la réponse chaude, et maintenant de plus en plus sur la réponse froide, il va quand même aussi vérifier sur Internet s'il y a des Alors, choses. c'est vrai, sauf qu'on peut, enfin, c'est pas qu'on peut pas la changer, c'est exactement comme pour les mises à jour de Google. Cet index de connaissances, cette base de connaissances, elle est enrichie en permanence parce que les LLM vont l'enrichir de plein de façons, notamment par du crawl bête et méchant à la Google en fait, hein. Mais il n'y a pas Ouais, que ça. d'ailleurs, Google a bloqué la recherche de plus de 100 pages pour éviter que Exactement. ChatGPT Tout aille à se fait. Pour nourrir. éviter, voilà, tout à fait. J'en parlerai un petit peu après, pour éviter qu'il aille lui voler des données, parce que du coup, bah, il fait le taf gratos, quoi. Donc, il est pas trop d'accord. Et donc, du coup, effectivement, il y a des mises à jour de ce moteur, mais contrairement à Google, en fait, qui fait des mises à jour en continu, et maintenant, il n'y a plus tellement de Google Dance, hein, c'était il y a des années. Bah là, par contre, les bases de connaissances en fait des moteurs, des LLM, vont se mettre à jour, mais de façon beaucoup plus espacée. Voilà. Donc, du coup, si jamais on fait un travail, il peut avoir un impact sur la base de connaissances, mais peut-être pas avant la prochaine mise à jour GPT 5.5 par exemple, ou des trucs invisibles, mais voilà. Donc, grosso modo, c'est ça. Après, si on prend les AI Overview, donc on n'a pas encore en France, c'est des SERP augmentés. C'est-à-dire, en fait, on mélange des résultats classiques avec des petites synthèses IA. Ça Ouais. ressemble beaucoup, c'est très 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 proche de ce qu'on appelle des P0. D'accord? Mhm. Et les P0, c'est quoi? C'est un système où je pose une question, soit la réponse elle est évidente et donc du coup on va aller taper dans le knowledge graph ou d'autres données, soit elle n'est pas évidente et on va aller chercher des petites données à gauche à droite. Typiquement, quel est l'âge d'Emmanuel Macron? Je n'ai pas besoin d'aller chercher ça sur le web. Je vais taper dans le knowledge graph, je vais taper dans Ouais. Wikidata et je vais récupérer l'information. D'accord? Par contre, je pose une question, j'en sais rien, quels sont les 5 meilleurs sites de marketing à suivre en 2025? Bon, alors il y a conseil marketing, bien sûr, mais pour avoir cette info-là, ben, il va falloir peut-être faire une recherche parce qu'on est sur l'info 2025. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on a déjà dans les P0 et c'est finalement très proche de ce qu'on va avoir dans les AI Overview. Ok? Et ensuite, il y a un troisième truc qui arrive, on ne sait pas trop quand en France, mais qui est déjà déployé, qui est l'AI Mode, qui est un autre système, un peu plus avancé, qui fait un peu plus peur, qui est un mode agentique de Google, qui on pose une question à Google, je veux, j'en sais rien, moi je veux trouver un endroit pour aller en vacances, pas cher, avec telle contrainte, ceci, cela, bon, bref, un truc plus ou moins complexe. Ce qui va se passer, c'est que Google va essayer de comprendre la question, Ouais. de faire ce qu'on appelle le fameux fan out, enfin, le système là, way fan out. Donc en fait, il va essayer d'enrichir cette question, de comprendre un peu quelles sont les sous-questions qu'il y a derrière qu'on n'a pas explicitées, déclencher plein de requêtes en parallèle et faire une synthèse. D'accord? Ouais. Ça ressemble un peu, en fait, à un mix entre l'enrichissement de prompt et le thinking mode qu'on voit dans certains LLM. L'enrichissement de prompt, c'est quoi? Si je demande à Google, ou par exemple, je sais pas moi, une IA d'image, fais-moi une maison. Si je Ouais. demande ça, bah, c'est pas précis, quoi. Donc en fait, il va essayer d'imaginer, bon, bah voilà, je vais faire une maison victorienne avec tel type de lumière, etc., blablabla. Donc ça, c'est l'enrichissement de prompt qui va se faire automatiquement et qui peut se faire en devinant sur des choses moyennes.
ce qui a été fait par d'autres users, ou un historique entre moi et le LLM. D'accord? Et Ouais. le thinking mode, c'est quoi? C'est je lui pose une question et la question, elle est complexe. Comment faire pour gagner plus d'argent sur le web en 2025? La question elle est hyper compliquée. Donc, il va falloir la décomposer en plein de sous-questions, plein d'étapes. Ça, c'est le thinking mode. Et donc, en fait, le Core FNAO, c'est un peu un mélange des deux, d'accord? Qui déclenche plein de requêtes, qui va faire une synthèse et qui va renvoyer une réponse synthétique pour essayer de répondre à la question de départ. On voit bien que derrière tout ce bazar, il y a du mode agentique, que c'est très coûteux, d'accord? Ça coûte du pognon Ouais. à Google. Comme pour l'instant, c'est pas encore au top, les chiffres montrent que c'est pas hyper adopté. Voilà. Donc, Ouais. en gros, il y a ces trois trucs-là. Donc, les LLM, le AI mode qui ressemble à du P0 un peu compliqué, et pardon, le AI overview qui ressemble à du P0 compliqué, et le AI mode. Voilà. Donc ça, c'est pour le contexte, d'accord? Ensuite, alors maintenant qu'on a compris, on sait un peu enfin, comment fonctionnent les LLM en grosso modo, et quels sont les trois volets où on va pouvoir essayer de tenter de faire des optis. Ce qui est intéressant, c'est de se dire bon bah, je veux optimiser des trucs, mais avant d'essayer d'optimiser quoi que ce soit, il faut essayer de comprendre ce que je vais pouvoir moi mesurer en retour. Ouais. Parce que si je veux mesurer quelque chose, enfin si je veux optimiser, il faut vérifier que ça a marché, quoi. Voilà, il faut vérifier qu'il y a un impact. Donc en gros, il y a trois grands trucs qu'on peut mesurer, et c'est compliqué de les mesurer aujourd'hui. C'est les mentions, les citations et des notions en fait, on va dire un peu plus qualitatives liées au contexte Ouais. de la réponse. Alors la mention, c'est quoi? Si je pose une question, quels sont les trois meilleurs sites de presse à voir, enfin, à consulter en France? Donc, il va me citer Le Monde, Le Figaro, Le Parisien. Ouais. Il n'y a pas forcément de lien dedans. Il va me la citer dans le texte, dans la réponse textuelle. Il va y avoir en fait ce truc-là. Donc, ça, c'est une mention. Il y a le deuxième point qui est une citation. Donc, la citation, c'est quoi? C'est le LLM m'a répondu. Ouais. Il m'a répondu, bah voilà, c'est ça, ça, ça. Et sur quoi il s'est basé pour me répondre? Il s'est basé sur, par exemple, je sais pas, un article de conseil marketing qui disait quels sont les trois meilleurs, les trois, quatre meilleurs sites. Donc ça, c'est la citation, d'accord? Donc à pas mélanger avec la mention. Ouais, Alors la évidemment, il y a citation, des c'est cas, c'est le petit lien, on dit, c'est le on petit dit c'est lien la source. éventuellement cliquable, que personne ne Ouais. clique, ou très peu de gens cliquent. Ouais. Mais en fait, en gros, c'est où est-ce que j'ai trouvé mes sources pour te répondre. D'accord? Mm. Et après, il y a des notions de type un peu quali, genre, quand je parle du journal Le Monde, est-ce que finalement, je dis que c'est un bon journal ou que c'est un journal Ouais. bidon? Voilà. Et donc, il y a ces éléments-là qu'on peut essayer d'identifier. Alors, il y a plein d'outils sémantiques par rapport à la réponse pour l'évaluer, et qui permet de savoir, parce que si on mentionne Le Monde en disant, voilà, le plus populaire, ou genre, je sais pas, quelle est la meilleure émission de télé en termes d'audience, c'est Touche pas à mon poste. Enfin, maintenant, il y a une nouvelle émission là. Mais c'est une émission bas de gamme, par exemple, hein, on pourrait dire ça. Du coup, on va le mentionner, mais on va le mentionner de façon négative. Donc, en fait, c'est quand même important de suivre cet Ouais. élément-là. Voilà. Parce que si j'ai une mention négative, il vaut mieux pas de mention. Enfin, ça dépend, mais on va dire, dans certains cas, il vaut mieux pas de mention qu'une mention négative. Alors après, il y a un adage qui dit une mauvaise pub, ça reste de la pub. Bon, à voir. Ouais, Ok? mais quand tu dois acheter quelque chose, c'est clair que C'est si tu ça. dis quel est Quand le on est meilleur dans... CRM C'est et tu ça. dis le meilleur CRM pour une PME, c'est ça, ça, mais par contre, pour une Mais grosse celui-là, boîte, c'est pas voilà, ce qu'il faut pas le exactement. prendre. Exactement. Celui-là, c'est le plus populaire, mais il est nul. Donc voilà. Donc il y a ces trois trucs. Donc en fait, ça, c'est ce qu'on pourrait potentiellement mesurer, d'accord, dans un monde idéal. Ok. Dans la vraie vie, en fait, c'est très compliqué de mesurer ça. Ce qu'on est capable de mesurer de façon relativement fiable, c'est quoi? C'est d'une part, en fait, qui vient sur mon site Ouais. pour voir ce qu'il y a dessus, d'accord? Et donc en fait, les LLM, quand je dis LLM, c'est Google fait pareil aussi, hein, Ouais. mais on va dire vont avoir un ou plusieurs bots différents. Un qui va être dédié à, en gros, la récupération d'infos pour la mise à jour des bases d'apprentissage, des bases de connaissances. Donc en fait, ça, c'est un travail un peu long terme. Ok. C'est ce que fait Google avec son indexation de classique. Il y a un deuxième volet qui peut être différent, qui est juste l'indexation des contenus. D'accord. Et il y a un troisième volet qui va être, en gros, la récupération de données en live complémentaires, donc ce qu'on va appeler le RAG, et qui est un troisième volet. Donc grosso modo, il y a trois types de bots. Parfois, alors des fois, malheureusement, quand on a Google, il n'y a qu'un seul bot, ou il n'y a que deux bots. Donc en fait, on n'a pas cette finesse accessible dans les logs. Ok. Donc ça, c'est un premier truc qu'on peut voir. Un deuxième truc qu'on peut voir, c'est dans le traffic analytics. On peut voir un certain nombre de choses. On peut voir s'il y a des sessions qui proviennent dans la LLM. Donc, Ouais. j'ai des gens qui viennent de chatgpt.com. Donc, c'est un truc qu'on peut voir. Et demain, en fait, qui viennent des AI Overview ou des AI Mod, voilà. Et on peut voir, en fait, les référeurs.
donc c'est à peu près ça, hein. Éventuellement un user agent, des éléments item, enfin tout un tas de trucs à Ouais, c'est vrai l'ancienne, que moi, de classique. temps en temps, je vois comme ça, soit dans les formulaires qui sont remplis, je vois Ouais. ChatGPT, ou alors dans ben, Google Analytics, comme tu l'as dit, tu fais un petit rapport, un petit filtre, et tu regardes et tu vois, Voilà. tiens, qu'est-ce qui vient. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est des tout petits volumes. Voilà, c'est tout petit volume et en plus de ça, c'est un peu compliqué parce que des fois les moteurs ne respectent pas un certain nombre de choses donc ils se cachent. Il y a en fait même un élément qui est assez marrant qui est la problématique du cache partagé. C'est-à-dire typiquement, imaginons que aujourd'hui les gens se posent des questions sur, j'en sais rien, moi, une actualité chaude liée au budget 2025 qui est voté parce qu'il y a un truc qui est tombé. Et ben, du coup, il y a plein de requêtes différentes qui vont taper à peu près au même endroit, enfin qui vont à peu près qualifier la même question. Bah, ensuite, le LLM, en fait, il va aller chercher des choses chez toi, sur ton site, mais il va le faire qu'une seule fois. Parce qu'on lui pose 18 fois la même question dans la même journée. Donc du coup, en fait, moi, en termes de trafic qui arrive, bah, je vais le voir qu'une fois. Voilà. Donc il y a un certain nombre de choses, en fait, qui sont un peu floues. Voilà. Ouais, et puis Et donc, selon le ouais. mot-clé utilisé, c'est pas le même. Toi, je me suis amusé à faire une petite requête. Bon, pour le fun, c'était pas pour mon ego, hein, je te rassure, mais je me suis amusé à dire, bah voilà, quels sont les meilleurs experts en marketing B2B en 2026? Et quand j'ai posé la question, quels sont les experts marketing B2B, et ben en fait, je tombe dedans. Par contre, si je demande en fait sous la forme d'un tableau il classe dans un autre ordre. Et ensuite, il demande qui sont les 10 principaux marketeurs B2B, donc entre experts et marketeurs B2B, et ben en fait, j'ai pas exactement la même liste. Alors, je C'est pas le t'expliquerai même. un petit peu plus tard, là, justement, dans le déroulé, pourquoi t'as pas la même chose et qu'est-ce qu'il est allé chercher en vrai. Voilà. Enfin, en tout cas, mon analyse. Je peux me tromper, mais à mon avis, pourquoi, en fait, t'as ces trucs-là. Donc, en gros, il y a donc les données log et les données trafic qu'on peut arriver à capter, qui sont pas trop fausses, mais qui sont parcellaires. Et ensuite, il y a un truc qui est très à la mode, c'est les outils d'observabilité, enfin pas d'observabilité, De crawl, on va enfin de dire de suivi de vérification, mention. ouais, Voilà, ouais. suivi de mention et de citation, et qui vont récupérer des choses dans les LLM. D'accord? Donc moi j'ai une marque et je veux savoir est-ce que je suis cité, est-ce que je suis en référence, etc. Est-ce que je suis mentionné, est-ce que je suis cité? En fait, il y a un très gros problème par rapport à ça, c'est qu'en fait, pour le faire, la seule façon fiable de le faire, c'est de le faire par API, d'accord? Parce que quand on veut se connecter à un chatbot classique, bah, quasi totalité, il faut être en mode connecté, ou en tout cas, même Ouais, si il on n'est garde pas en en mode mémoire tes recherches, ton c'est ça, machin. même si on n'est pas connecté, il va garder un historique, donc du coup c'est faussé, d'accord? Donc du coup, si on va en mode API, il n'y a pas d'historique, il n'y a pas de personnalisation, donc c'est un peu plus neutre, mais ça veut dire qu'on perd plein de choses en fait qui pourraient être liées à la personnalisation. Je pourrais dire par exemple, moi je n'aime pas TF1, je veux savoir quels sont les meilleurs programmes à voir à la télé, mais par contre je veux jamais de réponse de TF1, d'accord? Si je mets ça dans ma personnalisation, ben on voit bien qu'en mode un peu neutre API, voilà, ça va pas être les mêmes réponses. Ok. Donc en fait, le problème de la récupération, c'est que d'une part, bah, enfin des outils de suivi de popularité et tout ça, c'est que bah il n'y a pas la personnalisation et qui peut avoir un très fort impact, qui est beaucoup plus fort finalement que pour Google, parce que très rapidement j'échange avec un LLM, même en mode pas connecté, hein. Il va comprendre en fait ce que j'aime pas, le niveau de réponse qui correspond à ce que je comprends. Ouais. Est-ce que je lui pose des questions, puis au bout d'un moment, je lui pose des questions de santé, puis au bout d'un moment, il comprend que je suis médecin. Donc du coup, il va pas me faire de la vulgarisation de base. Il va commencer à me faire des réponses plus complexes, plus pointues. Bon, etc., etc. Donc en fait, la personnalisation, elle est très violente en fait sur les LLM. Et il y a aussi un problème tout bête de temps réel, c'est que je veux savoir si ma marque est mentionnée. Il va falloir lancer des tonnes de recherches sur un corpus énorme de questions que je dois deviner en temps réel. Je dois deviner toutes les questions qui peuvent être liées à ma marque Nike, parce que bah il y a peut-être une actualité Nike avec, j'en sais rien, moi, un problème sur une usine ou je sais pas trop quoi. Donc il faut imaginer toutes les questions qu'on pourrait avoir posées et les poser tous les jours et tout le temps. Et récupérer les réponses à chaque fois. Donc en fait, c'est assez infernal et du coup, bah, les réponses, elles sont pas, on va dire, ce que je Pas récupère hyper comme fiable. données, bah, on va dire, c'est pas faux. Ça me donne, j'ai un morceau, Tendance. j'ai une tendance, mais j'ai vraiment pas tout. Voilà. Donc voilà. Donc en gros, voilà. Donc pour les sources de données, la fiabilité, elle est un peu moyenne pour le moment. Ce dont on rêve tous, c'est l'équivalent d'une Google Search Console LLM. Je ne sais pas si ça arrivera un jour. Je pense que ça n'arrivera jamais. On verra.
Donc voilà. Donc ça c'est pour les données. Et en gros, tout le reste, c'est voilà, du doigt mouillé, c'est pas trop. Voilà. Ouais, parce que Euh, comme tu as dit, une requête peut être vue par plusieurs utilisateurs et on se dit qu'il y a un faible c'est trafic parce qu'on est cité, mais en fait, finalement, c'est gardé en mémoire, etc. Donc voilà. exactement. Alors du coup, les questions qu'on se pose, parce que tout ça, c'est bien gentil, le géo, savoir ce qui marche pas, etc. Pourquoi on se pose ces questions-là? Parce qu'on a peur de perdre du trafic. On voit Mhm. déjà peut-être qu'il y a des pertes d'impression et on a peur de perdre des clients. Donc en gros, c'est ça, les vraies problématiques. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas qu'on va perdre du trafic? Alors, ça dépend qui on est, mais de façon générale, oui, on va perdre du trafic. Ce qu'il Ah faut oui, parce que c'est comprendre, la réponse, elle est mise dans le ouais, navigateur ou dans enfin, AI Overview ou dans ChatGPT. La personne n'a pas besoin d'aller voir la source, comme tu l'as exactement. dit. Les gens vont assez Alors peu. en fait, ce qui se passe, c'est que c'est assez rigolo parce qu'il y a très souvent, en fait, quand il y a des mises à jour Google significatives, des updates officiels, les gens disent, ouais, quels sont les gagnants, les perdants? Alors, moi j'ai usage de dire qu'en fait, quand Google fait une mise à jour, s'il a bien fait son boulot, il y a que des perdants. Pourquoi? Parce que l'objectif de Google, quand il fait une mise à jour, c'est de permettre à l'utilisateur de trouver la réponse mieux, de moins être pollué par des mauvais résultats. D'accord? Ouais. Donc normalement, s'il a fait son taf correctement, après la mise à jour, si jamais j'avais une question, puis je suis obligé de l'affiner 5 fois, de la reposer différemment, de cliquer, d'aller voir, machin, si jamais il a bien fait son taf, en fait, j'ai besoin de moins d'étapes avant d'avoir ma réponse. Mhm. D'accord? Parce que Google est un moteur de réponse. Il se veut moteur de réponse depuis un certain temps. Donc, si la mise à jour, elle était bien faite, normalement, il n'y a que des perdants. C'est-à-dire, en fait, le trafic global généré sur le web, il diminue, et le trafic capté par Google et le zéro-clic, il augmente. C'est comme ça que ça marche depuis un moment. D'accord? Du coup, on entend aussi un autre truc. On dit, bah oui, enfin, c'est ce que dit Google, hein, parce que évidemment, Google, il a un peu le cul entre deux chaises parce qu'il a besoin des éditeurs de contenu pour avoir des choses à absorber. Mais si jamais il envoie moins de choses aux intermédiaires qui récupèrent de l'information et la pré-mâche, ah bah, ils vont arrêter de faire le taf. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Donc en fait, la réponse de Google, c'est quoi? C'est dire, ouais, mais si vous avez plus de trafic qualifié. Pourquoi en fait? Parce que tout simplement, euh, on va dire historiquement, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais on va dire avant, il y a une dizaine d'années, si jamais je voulais acheter en fait des chaussures ou un ordinateur ou n'importe quoi, je tapais des recherches sur Google ou j'allais directement sur Amazon, Cdiscount, etc. Et je me baladais sur les produits et je cherchais des trucs et peut-être même à côté, sur un papier, dans un fichier, je notais un certain nombre de choses. Et donc, du coup, il y avait un certain nombre de points de contact avec des sites de marque avant de passer à l'action. Alors, moi, historiquement, j'étais resté à 7 points de contact. Je sais pas combien on en Ouais. est aujourd'hui. Peut-être plus, peut-être moins, j'en sais rien du tout. Mais on voit bien qu'en fait, toutes ces logiques d'IA ont pour objectif de pré-mâcher un certain nombre d'étapes et donc en fait de limiter le nombre de points de contact. Si jamais en fait j'ai l'AI mode de Google qui me fait déjà 53 recherches en mode agent sur quels sont les endroits où je vais pouvoir acheter un iPhone 17 pas cher, j'ai pas besoin d'aller faire ces recherches. A priori, il le fait déjà. Donc le nombre de points de contact, le nombre d'interactions, il diminue. Voilà. Et donc nécessairement, quand j'arrive en fait sur le site de vente, j'en sais rien, Fnac.com, bah nécessairement, comme tout ce truc-là, il a été déjà pré-mâché, je suis beaucoup plus qualifié. D'accord? Il y a beaucoup moins de risques que j'arrive sur le site Fnac.com sans savoir ce que je vais chercher et à naviguer de page en page, puisque ce pré-mâchage a déjà été fait. Donc oui, c'est plus qualifié. C'est-à-dire, en fait, si j'arrive sur le site marchand, c'est beaucoup plus qualifié. Bah, pourquoi? Parce que les étapes ont été pré-mâchées. Ouais, il Par a contre, déjà eu toutes les exactement, informations, il sait ce qu'il veut, et il a il a même affiné. éventuellement eu les sites les moins chers où on peut acheter un iPhone. Et donc là, Exactement. maintenant, bah, t'as moins de trafic, mais beaucoup Et plus ça veut dire qualifié. qu'en fait aussi, même pour un e-commerce, les achats d'impulsion, ils vont baisser. Et je vais avoir des achats qualifiés qui vont être plus qualifiés, ou plutôt les interactions, enfin les navigations internautes vont être plus qualifiées. Donc je vais perdre en fait les achats d'impulsion. Ou une partie de la d'impulsion. Donc c'est pas, même pour l'e-commerçant, c'est pas génial. Maintenant, ce qu'il faut bien intégrer, c'est qu'en fait, comme on va dire, je prémâche un certain nombre d'interactions, tous les intermédiaires sont en train de sauter. C'est-à-dire, en fait, si je suis un média, je suis un comparateur, je donne des avis, typiquement, je suis un blogueur, j'en sais rien, moi, voyage. Et ben, si je raconte des trucs sur c'est quoi la Sagrada Familia, comment j'y suis allé, à quelle heure, nanana, ben, toutes ces infos-là, elles sont bouffées. Donc, du Ah oui, parce coup, que les gens vont préparer leur bah, voyage avec des ouais, trucs, la date, le prix, et et puis, faut être objectif. Ma valeur ajoutée
en régurgitant ces données-là, elle est proche de zéro. Donc en fait, je captais déjà du trafic, mais un peu en mode, on va dire, parasite, quoi. Enfin, c'est un peu péjoratif, mais il y a un peu de ça. Après, pour les médias, le problème, c'est que ce sont des sources. Si jamais j'en sais rien, un journal qui fait une interview, bah, c'est lui la source. Sauf que lui aussi va se faire bouffer, en fait, parce que cette source-là, elle va apparaître dans l'overview IA, et puis bah, c'est fini. Le journaliste qui allait faire son interview, bah, limite, on le voit pas. Si jamais il fallait payer pour avoir l'article ou avoir un paywall ou de la pub, bah, c'est fini. Donc le média, il fait plus d'argent. Donc du coup, je sais pas trop ce que ça va donner demain. Bon. Mais quoi qu'il en soit, on va dire, on est dans la zéro-click économie, c'est-à-dire en fait, on va de plus en plus vers pas de clic vers les sources et un branding. Alors est-ce que c'est positif ou pas à voir? Ça peut être positif pour des marques. Pour tout ce qui n'est pas marque directe, c'est plus compliqué. Voilà. Ouais, parce que Donc, tu dois être, c'est ce que moi j'appelle la starification de l'économie. Si t'es ouais. pas dans le top 5 ou top 10 et tu restes, enfin le top 5, d'ailleurs top 10 c'est même pas ça. Si t'es pas la référence dans le domaine, et ben en fait tu vas pas être cité donc et tu vas pas être visité et faut encore Ouais. comme tu dis travailler sa marque, Alors, travailler et tout être à sa fait. référence. Alors, on va avoir d'ailleurs les mêmes problématiques qu'on a déjà sur, on va dire, YouTube ou Netflix, qui est un appauvrissement en fait des sources, des variétés de contenu, des variétés de sources par la masse. C'est-à-dire, en gros, j'ai un catalogue énorme sur Netflix, mais en fait, au final, ce qui est proposé, ce qui est mis en avant, c'est les top vues quoi, de la journée. Et tout le fond de catalogue, il n'est pas vu. Et c'est pareil sur YouTube. Et voilà. Donc en fait, c'est bien et c'est pas bien parce que c'est supposé être personnalisé, mais on perd le fond de catalogue, on perd l'accès au fond de catalogue qui devient très compliqué. C'était déjà le cas sur des gros trucs, Spotify, Netflix, Amazon et compagnie. C'est également le cas d'ailleurs sur Google parce que il y a le fond de catalogue, bah, c'est ce qui est en fond de traîne en bas. Mais sauf Mhm. qu'en fait, comme on est en mode pré-mâché à mort là maintenant, eh ben, peut-être même que Google demain, qui aujourd'hui se limite à 300 résultats, il va peut-être mettre ce résumé à 100 ou à 50 en fait. C'est probable, hein. Ouais, même Ah sincèrement, ouais. moi généralement je consulte jamais au-delà de la deuxième page. Bah moi Donc, ça deuxième, m'arrive, troisième page. Allez, mais voilà. troisième page, mais vraiment quand c'est des trucs où je recherche Il y a beaucoup, des, quoi. il y a des coûts, le rapport qualité-prix, il est pas bon pour Google. Et puis demain, en fait, ce fond de catalogue, lui, il va essayer de le trouver, enfin, de faire en sorte qu'on y accède, voilà. Donc après, je peux t'expliquer, selon moi, une piste pour essayer d'en profiter, mais voilà. Et donc du coup, ça c'est un premier problème. Donc il y a les pertes de trafic. La réponse est oui. Faut pas rêver. Oui, on va perdre du trafic, tous, y compris les e-commerçants. Et tous les e-commerçants sont moins en danger à supposer qu'ils arrivent quand même à arriver dans les réponses, hein, on s'entend bien. Mhm. Et tout ce qui n'est pas e-commerçant, ils sont en train de se faire dézinguer, ils vont perdre au moins la moitié de leur trafic, voire davantage, sachant que c'était déjà un peu la cata pour une partie des éditeurs. Ensuite, il y a un autre truc qui arrive, dont tu as parlé tout à l'heure, c'est le num100 qui disparaît sur Google. D'accord? Et vu que le num100 disparaît, et il disparaît parce que il n'est pas question que Google travaille pour ChatGPT, hein, voilà, ils sont pas d'accord. La conséquence, c'est que il y a deux conséquences. La première, c'est que les impressions, en fait, elles vont diminuer parce que euh, de façon même dans la Search Console, en fait, elles vont diminuer. Et la deuxième conséquence, c'est que tous les gens qui venaient pour scraper Google, pour récupérer les données Google, bah, pareil, ils vont avoir une donnée beaucoup plus pauvre, voire même être obligés de se limiter à 10 dans certains cas parce que ça coûte trop cher. Donc, parmi ceux-là, on peut imaginer, je sais pas, le suivi de position, le suivi de backlink, etc., etc., SEMrush, Majestic, Allospam, tous ces trucs-là, ils sont un petit peu emmerdés parce que du coup, ça devient trop coûteux d'aller chercher ce qui est au-delà de la page 1. Donc c'est un peu compliqué. Et nous, en tant qu'éditeur ou en tant que propriétaire d'un site, on va avoir aussi des impressions qui diminuent, c'est normal. Voilà. Alors, du coup, le constat il est quand même pas hyper réjouissant Ouais. pour les éditeurs. Il y a quand même des façons en fait, de se protéger, d'une part, enfin, dans un premier temps, de la perte de trafic. Alors, il y a une solution brutale, mais qui est plutôt déconseillée à mon sens, c'est de bloquer les bots. C'est-à-dire, Ouais. en gros, si jamais je t'empêche de venir, si j'empêche ChatGPT de venir, potentiellement, je ne lui donne pas d'infos pour s'alimenter, d'accord? Le problème, c'est que, Il a et je recherché dis, ailleurs. c'est ça, pour l'instant, je dis, je le donne à Google, je donne pas à ChatGPT. Bon. Le trafic provenant de ChatGPT et consorts, il est anecdotique aujourd'hui. Ça va peut-être augmenter demain, mais bon, on va dire déjà, on va dire, on se prive d'un bout de trafic, mais Ouais. demain, quand ce sera intégré à Google, comment faire pour me protéger?
Il faut que je donne le truc à Google pour qu'il me réponde, pour qu'il je donne la réponse. Donc, qu'est-ce que je bloque? Donc, c'est un peu compliqué. Donc, déjà, en fait, sur la base de connaissances historiques, c'est compliqué. Et sur la notion de recherche temps réel complémentaire, si jamais on bloque, en fait, les bots, eh ben, on sera jamais dans les requêtes fraîches. Donc, en fait, soit on est dans l'historique, on y est déjà, et on peut faire tout ce qu'on veut, ça va rien changer. Soit on n'est pas dans l'historique, enfin, soit la recherche, elle va sur des données récentes, et là, si on bloque, ben, on n'y sera pas. Donc, c'est pas une super idée, à mon sens. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense que c'est pas une bonne piste. Il y a une autre piste en fait qui me semble être beaucoup plus légitime, c'est qu'en fait on peut créer des contenus qui sont soit difficiles, voire même carrément impossibles à restituer dans la réponse IA. Je te donne un exemple. Google s'est amusé à faire rajouter en fait des fonctionnalités dans les réponses, typiquement pour rechercher des vols par exemple. Je veux rechercher un vol pour aller de Paris à Tokyo, etc. Dans les faits, ça marchouille, d'accord, mais ça ne marchera jamais aussi bien qu'un vrai comparateur qui est dédié. Un Ouais. vrai comparateur de vol qui va donner des trucs beaucoup plus riches, qui va me permettre de cocher un certain nombre de choses, de dire oui, mais enfin, je veux en fait que Partir le il y ait week-end ou pas. 2-3 jours de retard, Ouais, voilà, d'avance. je ne Voilà. veux pas que d'avoir plus de 3 heures entre deux vols, etc., etc. Donc il y a tout un tas de trucs en fait qu'on peut pas mettre dedans parce que c'est trop compliqué, ça devient une usine à gaz, et puis c'est pas le taf de Google et c'est pas le taf de ChatGPT de faire ça, d'accord? Et il va se louper surtout au bon moment. Donc ça c'est une première façon de faire, donc avoir des services, une forme de filtrage d'infos, ou alors carrément un vrai service. Je veux, je sais pas moi, un truc pour détourer mes images. Et donc il y a des services de détourage des images, Remove BG qui est un des plus connus. Je pourrais pas avoir ça dans Ouais. les réponses IA. Voilà. On va avoir un service. Donc ça c'est un premier truc en fait qui est pas captable. Et donc en fait en tant qu'éditeur de contenu, je peux moi-même en fait structurer ma donnée, ma data, mes infos, les données, les rendre accessibles, les enrichir en temps réel, de manière à éviter cette captation. J'ai un site sur les réseaux sociaux. Je vais récupérer des données temps réel sur le nombre d'abonnés par réseau social, proposer des systèmes de filtres interactifs qui me permettent de faire, de répondre à la question combien il y a d'abonnés YouTube en France, combien il y a de personnes qui vont sur YouTube en France, qui ont entre 12 et 25 ans, qui regardent des vidéos de telle longueur, etc. Bon, cette donnée-là, si moi je suis capable de la pré-mâcher et de la régurgiter avec un truc interactif, je suis protégé parce que Ouais, 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 puis t'as raison. euh, Le contenu l'IA brut, pourra pas y simple, aller. texte, ça devient une commodité, voire quelque chose Exactement. qui est. Alors que si tu dis, tiens, au lieu de faire, par exemple, un cours sur, enfin, un article de blog sur, je sais pas, l'IA et le SEO, faire peut-être un quiz ou faire une checklist, est-ce que tu as fait ci, fait ça, fait ça. Donc la Exactement. création de contenu ne base plus sur le contenu, mais justement sur la valeur ajoutée et l'augmentation de cette exigence des clients pour que ça soit utile. Exactement. Donc c'est du contenu qu'on va appeler augmenté. Alors il y a aussi un petit truc un petit peu rigolo, c'est qu'en fait il y a aussi une façon d'augmenter le contenu. Alors on peut mettre des verbatims, une personnalisation, un ton, etc. Mais il y a un truc qui est assez rigolo, c'est qu'on peut mettre du rich media. C'est-à-dire qu'en fait je mets du YouTube, de l'Insta, du TikTok, de tout ce qu'on veut. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand Google ou autre passe sur mon site et qu'il voit des vidéos YouTube, alors YouTube c'est chez lui, donc il peut peut-être le deviner, mais il sait pas trop ce qu'il y a dedans. Voire même des fois, il voit même pas l'URL. Il voit juste qu'il y a un bloc et puis qui est chargé en asynchrone, en JavaScript, etc. Il voit juste qu'il y a quelque chose, il sait pas ce que c'est. Et quand bien il saurait ce que c'est, il sait pas le qualifier. Parce qu'il faudrait aller analyser la vidéo, ça devient un enfer. Donc du coup, en fait, on peut mettre du rich media pour enrichir le contenu et les moteurs divers et variés vont partir du principe que le rich media il est pertinent Mm. parce que s'il n'était pas pertinent, en principe, je l'ai pas mis. Voilà. Mais ça veut dire que dans les faits, je pourrais mettre n'importe quoi en rich media. Je mets des vidéos YouTube pourries qui n'ont rien à voir avec le schmilblick, d'accord? J'en mets un peu partout et je les cache à l'utilisateur, mais pas au moteur. Oh Eh ben, là, ouais, j'ai ouais. du contenu riche. Voilà, bon. Après, c'est un exemple un peu caricatural, mais c'est tout à fait, c'est une voie, en fait, Ouais, pour mais tu enrichir as un raison, contenu. tu peux pas juste mettre du texte full texte. C'est C'est pour ça que ça. moi, quasiment tout le temps, moi, je mets donc des images, je mets du texte, si possible un tableau, et quand je peux, je mets une petite vidéo YouTube quand j'ai quelque chose. Enfin, quand Exactement. j'ai quelque Alors, par chose. exemple, pour les images, on peut aussi les décrire, mettre un descriptif. Donc, en fait, Ouais, là, on revient sur les trucs à l'ancienne, les balises alt, title, etc. Bon, etc. Mais donc, il y a des choses, en fait, qu'on peut faire pour essayer de limiter la perte de trafic, mais c'est surtout en obligeant un peu l'utilisateur à venir à un moment donné. Donc, on peut être cité, mais si on veut avoir le complément, genre écouter la chanson, je sais pas trop quoi, il va falloir venir sur le site. Donc, ça, c'est un peu les principes de base de la protection.
Bon, après, j'ai envie de dire, faut pas trop lutter là-dessus parce que de toute façon, on va dire, on a des moyens limités de lutter. Après, en fait, il y a des choses qu'on peut optimiser, d'accord? Mhm. Parce que l'idée, c'est quand même de trouver des solutions. Et donc, du coup, il y a plusieurs choses à comprendre en dehors enfin, des points génériques que je viens d'évoquer. Il faut déjà comprendre en fait le paradigme, les nouveaux paradigmes de la recherche depuis un certain nombre d'années. D'accord? Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, Google, qui est vraiment un pionnier là-dessus, depuis plusieurs années, 2022, je crois, il a intégré de l'IA de manière à essayer de comprendre, surtout sur les requêtes de longue traîne, les intentions de recherche de l'internaute. C'est-à-dire, en fait, je tape, j'en sais rien, moi, aspirateur. Aspirateur, peut-être pas un bon exemple, mais je tape téléphone et il a compris en fait de mon utilisateur, de mon profil ou chaussures. Voilà, je tape chaussures. Il a compris de mon profil que j'en sais rien, que j'ai 20-25 ans, que je suis un homme et que j'ai de l'argent, d'accord, et que j'aime bien les marques. Ok. Donc si je demande des chaussures, eh ben, il va peut-être deviner, il va essayer de deviner. Enfin, c'est pas exactement ce que fait Google, hein, mais il va essayer de deviner en fait quelles sont les marques de chaussures qui vont me plaire. C'est pas la peine de me parler des baskets Lidl. Enfin, quoique c'est peut-être un mauvais exemple, mais de baskets marque premier prix. Ben, moi, ce qui m'a intéressé, c'est les baskets Prada plutôt. Voilà. Donc ça, c'est des notions d'intention. Donc Google depuis un certain temps essaye de comprendre les intentions, surtout sur la longue traîne, pour les recomposer, un peu comme ce qu'on expliquait tout à l'heure, les prompts enrichis, les sous-requêtes, etc. Donc ça c'est le principe, d'accord? Et il y a deux autres points très importants qui sont sortis avec les leaks Google. Le premier, c'est que tout ce qui est interaction temps passé avec une page est un signal positif. Je vais donner un exemple tout bête. Je parlais tout à l'heure de TPMP. Est-ce que TPMP est une bonne ou une mauvaise émission? Ben, ça dépend de pour qui. C'est une question qui est très vague. Ok. Par contre, si jamais je regarde en fait en termes de part d'audience à la télé, quelle est la part d'audience de TPMP sur son créneau? D'accord? Ça, c'est très facile à mesurer. Eh Mhm. ben, je sais que c'est une bonne émission, en tout cas, sur ce critère. D'accord? Et donc, le temps passé est un critère pour qualifier l'intérêt, pour mettre une note à un contenu, surtout si je n'ai pas compris de quoi il parle. D'accord? Typiquement, j'ai un site qui est complètement pourri avec que du JavaScript, du Flash, ça n'existe plus le Flash. Mais un site qui est en Flash, qui est illisible, mais il y a les gens passent 3 heures dessus. Donc en Ouais. fait, c'est une bonne réponse. Même si je sais pas ce qu'il y a dessus, Google dit bah c'est quand même une bonne réponse, parce que quand ils arrivent, les gens, ils restent pendant 3 heures. Donc c'est un très bon site, même si je suis incapable de comprendre ce qu'il y a dessus. D'accord? Donc tous ces temps passés interaction et tout ça, parce que les interactions sont montées dans Google Chrome, ce sont de très bons signaux. Et il y a un troisième point, donc il y a l'intention, en gros le temps passé, les interactions, et un troisième point qui est la notion de topical, on va dire au Donc, niveau. si juste pour venir pour celui-là, Ouais, c'est que il faut que tu ailles générer du trafic qui aille sur ta page, ou tes pages, et qui génère en fait qui reste longtemps. Si c'est ça, on si j'ai peut compris, donc pipoter envoyer ça. sur ta newsletter, On peut envoyer essayer un de truc sur ta pipoter. newsletter. Voilà. Après, bon, ça c'est tout un autre sujet. Mais effectivement, on peut essayer de le trafiquer, notamment pour déclencher des flux Discover. Ça se fait beaucoup. Bon, je vais faire la parenthèse. Donc, en fait, le troisième volet qui est important en search, c'est la notion de thématique au niveau d'un site. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons que j'ai un site, j'en sais rien, moi, Marie-Claire, d'accord, qui va parler de thématiques féminines. Et puis, en plein au milieu de Marie-Claire, j'ai un article qui parle de la dernière voiture de chez Tesla, d'accord? Mhm. Et c'est un article d'une extrême qualité, super qualité, qui dit tout ce qu'il y a à savoir, qui traite tous les points en profondeur. Donc, l'article en tant que tel, niveau d'expertise super élevé si jamais on commence à le traiter. Mhm. Le problème, c'est qu'en fait, il est noyé au milieu d'un site qui parle de thématiques féminines et qui sont pas trop là-dessus. Et donc, en fait, avoir un article qui est super bon au milieu d'un groupe de contenus qui sont sur d'autres sujets, ben, ça passe à la trappe. Pourquoi? Parce que, en fait, Marie-Claire, c'est expert sujet féminin. D'accord? Il Mhm. n'est pas expert voiture. Donc, du coup, même si ce truc-là, il est bon, en fait, Google, il va même partir du principe il va essayer de l'analyser, il va voir, OK, on est en dehors de l'expertise, ça passe direct à la trappe, je m'en fous, je ne vais même pas m'en occuper, parce que ce serait trop compliqué de commencer à le comparer avec d'autres sujets, enfin, d'autres articles de automoto, etc. Donc, grosso modo, je simplifie à mort, mais c'est ce qui se passe. D'accord? Et ce qu'il faut retenir dans tout ce bazar, c'est qu'on voit bien qu'il y a une notion d'intention, une notion de temps passé et d'interaction, une notion de spécialisation, expertise du site. On n'a pas parlé de keyword là-dedans. D'accord? Donc en fait, la notion de keyword, elle disparaît un peu. Voire même elle disparaît beaucoup. Et sachant que ce soit Google ou LLM,
quand je suis dans un LM, je tape pas meilleur aspirateur. Hein. Je lui demande quel est le meilleur aspirateur pour gna 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 gna. Et donc du coup, en fait, c'est à lui d'essayer de deviner les entités qu'il y a derrière, et on n'est plus dans les keywords. Donc en fait, il y a plein de problématiques de suivi. Suivre des notions, des questions avec des entités, c'est pas la Ouais, c'est même ce que tu chose as que dit suivre des précédemment. keywords. Donc, ce qui est important, c'est la thématique du site. Encore plus maintenant qu'avant, c'est se concentrer sur une thématique et pas trop sortir. Essayer de Exactement. générer du trafic toi-même sur tes pages et faire en sorte qu'il y ait du temps passé. Et mieux travailler sur l'intention. Donc, ça veut dire la qualité, l'expertise, la valeur Tout à fait. ajoutée. Pas faire des contenus au kilomètre, mais contenus à valeur ajoutée. Et les gens vont rester dessus avec pourquoi pas une petite image, une vidéo, une illustration, etc., Alors, etc. voilà. Alors on est sur les notions de SEO enrichi, donc en fait, ce qui n'est pas encore Ouais. arrivé en France, mais ce qui va arriver bientôt. Alors, du coup, et si on regarde en fait pour les LLM fonctionnent vraiment, alors, mais il y a une convergence en fait, tout ça. Eux, ils fonctionnent surtout sur les notions d'intention avec les notions de sémantique, et ils vont pas, les LLM, enfin, typiquement ChatGPT, alors s'ils ont leur propre navigateur, ils essaieront de récupérer des données, mais la notion par exemple de topical sur les sites, j'ai envie de dire, limite ils s'en foutent parce que la façon de récupérer les données et de les organiser, c'est déjà intrinsèquement dans le mécanisme des LLM, c'est déjà clusterisé. D'accord? En fait, Google, il est passé par plusieurs étapes. Et le topical du site et des trucs comme ça, il l'a fait après, parce qu'il n'était pas parti là-dessus au départ. Il n'y avait pas les outils pour faire ça au départ. Les LLM, eux, ne vont même pas s'emmerder à faire ça. Ils ont déjà des trucs clusterisés, d'accord? Donc, faut intégrer ça. Ok. Et donc, du coup, alors, maintenant qu'on a compris un peu si, pour ceux qui ont pas complètement lâché le train, déjà, parce que c'est compliqué tout ça. Donc, ce qu'on a compris, c'est qu'il faut donc créer, si on veut apparaître en plus du SEO classique, si on veut apparaître demain dans les LLM et SEO, enfin et Google augmenté, bah, créer enfin, l'équivalent de cocon sémantique, enfin en gros de l'expertise, hein, pour faire simple, d'accord. Et pourquoi ça va avoir un intérêt au-delà de la clusterisation, c'est qu'on a parlé tout à l'heure des recherches RAG, des recherches en fait temps réel, d'accord. Ouais. Imaginons que moi je traite tous les sujets autour des baskets, tous les sujets de la Terre, d'accord. Si jamais il y a on va dire une query fan-out qui est lancée sur des baskets, eh ben, il va lancer plein de sous-questions, d'accord. Si jamais j'apparais dans plein de sous-réponses, parce que moi-même je traite de tous ces sous-sujets, je vais apparaître plein de fois, donc nécessairement en croisant toutes ces données, je vais être cité. Mm. Voilà. Donc en fait, si j'ai fait ce travail-là, dans le query fan-out, je vais apparaître. Euh, les éléments dont on parlait, donc le format, le ton, etc., donc des trucs un peu originaux. Il y a un point différenciant entre Google et les LLM, c'est que les LLM, en gros, si jamais on n'a pas un contenu long, il n'a pas assez de données pour comprendre de quoi ça parle. Et comme il ne va pas s'appuyer sur le site global, mais sur la page unitaire, eh ben, ça passe à la poubelle. Donc du coup, en fait, un contenu de 300 mots, 500 mots pour un LLM, ça ne vaut rien. Enfin, je caricature, mais on va dire il va pas se baser dessus parce qu'il n'a pas assez de richesse sémantique et d'éléments pour arriver à comprendre quoi ça parle. D'accord? Et on va dire ça, c'est lié aussi à des questions donc de comment je récupère du contenu en fait j'analyse une page. Et ça passe par ce qu'on appelle du chunk. Donc chunk c'est quoi? C'est je décompose en fait un contenu en plein de sous-parties et j'essaye de comprendre de quoi parlent les sous-parties. Je te donne un exemple. Je parle de mes vacances en Espagne et je suis allé voir la Sagrada Familia à Barcelone. Ok. Il y a un paragraphe qui va parler de Barcelone. Il y a un paragraphe qui va parler de mes vacances à moi, Fabien, et il y a un paragraphe qui va parler de la Sagrada Familia si j'ai bien fait mon taf. Euh, le LLM ou Google va clusteriser tout ça, il va découper en morceaux, si jamais c'est déjà découpé en morceaux, hein. Il va découper un morceau qui va parler de moi, Fabien, un morceau qui va parler de mon voyage en Espagne, un morceau qui va parler de la Sagrada Familia. Si je suis pas trop bête, ça correspond à des H1, H2, etc. Ok. Et s'il fait ça, il comprend bien qu'il y a un morceau qui traite d'un sujet et de l'autre. Si jamais j'ai pas fait ce travail de segmentation, de structuration de contenu, j'ai tout un pavé où je mélange tout. D'accord? À un moment donné, je parle un peu de mes voyages, et puis je reparle de ma Ouais. location, et puis de l'Espagne, je suis à la Sagrada Familia, oui, mais ceci et cela, etc. Si je fais ça, en fait, c'est pas segmenté, donc résultat, le LLM ou Google vont prendre tout le bloc en global, vont essayer de faire un vecteur avec ça, d'accord? Et de comprendre de quoi ça parle. Mais ça parle de plein de trucs mélangés. Donc du coup, c'est une réponse un peu brouillon, qui mélange tout. Il va pas, à moins que quelqu'un pose une question dans laquelle il y a
l'intégralité de tous les sujets que je traite dans mon article, je ressortirai pas parce que il y a des comparaisons vectorielles entre ma question et la Ouais, il va réponse. trouver des Ça contenus marchera qui vont pas. être beaucoup plus proches. Mais quelque part aussi, là tu dis que donc il va lire les contenus longs, mais ça prend de l'énergie, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Ah Il va bah, peut-être ouais. pas prendre tout ça, donc peut-être qu'il faut lui mâcher le travail pour lui Alors, permettre de comprendre justement, en particulier il y a les des IA. façons de lui mâcher le travail. Et donc, en fait, c'est exactement la même chose qu'on faisait déjà avec Google, hein, sauf que ça passe, c'est encore un peu plus fort. Donc, typiquement, il y a quoi? Il y a le balisage sémantique schema.org, JSON-LD, les deux trucs. Donc, typiquement, ça va être quoi? Je peux mettre des balises, je sais pas moi. Imaginons que j'ai une, on va dire, j'ai une FAQ dans mon contenu, bah, je peux mettre une FAQ JSON-LD au format schema.org. Donc, c'est un petit truc technique, ok, dans lequel je fais un récap. Plus je vais mettre d'éléments de ce type-là dans mon contenu, plus ça va être facile de comprendre de quoi parle le contenu avant même de le lire. Je n'ai pas besoin de le lire, je lis les balises, je sais déjà ce qu'il y a dedans, en tout cas pour certains éléments. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, en fait, et ça va préparer aussi tout ce qui est agentique. Hein. Parce que demain, si c'est ChatGPT ou je sais pas qui fait des achats sur mon site, bah, c'est mieux s'il a accès à ces données-là déjà un peu pré-mâchées. Okay. Il y a un deuxième point qui est tout ce qui est lié au knowledge graph. D'accord? Le knowledge graph, c'est pas forcément c'est même pas chez moi du tout, mais c'est les notions d'entité, de dire que Fnac, c'est une marque, que France, c'est un pays, etc. Ça, il faut essayer de jouer dessus. Alors, on peut aller renseigner des trucs dans Wikidata, mais en fait, ça se fait souvent par ricochet et très compliqué de l'influencer de façon simple. D'accord? Mais si on fait des choses carrées en JSON-LD et qu'on a des contenus un peu partout qui parlent de soi, à un moment donné, ça va alimenter le knowledge graph. Donc, en fait, retour de bâton positif. OK? Ensuite, dans le contenu, bah, ce qu'il va falloir, c'est intégrer un certain nombre de trucs. Donc, ce que j'expliquais, structurer le contenu par entité logique, hein, donc les paragraphes courts, des choses comme ça. Une idée, un bloc, hein, pour faire simple. Et ce que tu disais tout à l'heure, en fait, rajouter des choses qui soient faciles à interpréter. Donc, tu disais tout à l'heure, pourquoi est-ce que je ressors pas quand je tape expert marketing 2026 et expert Mhm. marketing, je sais pas quoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que dans le contenu et c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que marchent les P0 déjà. Hein. Dans le contenu, si jamais j'ai mon titre d'article qui dit les meilleurs experts marketing en 2026 et qu'à l'intérieur j'ai un paragraphe hyper segmenté avec écrit la liste des meilleurs machins et j'ai un tableau HTML avec des colonnes super simples, d'accord, et avec dedans Fred Canvet qui est à la ligne 2, ça va ressortir tout de suite, d'accord. Tout ce qui est pré-mâché, alors ça peut paraître un peu lourdingue, hein, mais tout ce qui est pré-mâché va être beaucoup plus facile à intégrer parce que le LLM n'a pas besoin de faire des trucs compliqués, des convolutions, et il va sortir quelque chose. Si jamais j'ai 5 articles textuels avec vraiment du texte, hein, pas dire que ce soit mauvais, mais du texte au kilomètre à la Prévert, qui parle des 5 meilleurs, des meilleurs marketeurs que j'ai trouvés, et je le fais à un endroit, un deuxième endroit, un troisième endroit, il va falloir qu'en fait le LLM ou Google analyse les contenus, les segmente, recroise les données, essaye de voir s'il y a des doublons, parce que peut-être que Fred Canvet, je l'ai mis avec un T à gauche et avec un R à droite, voilà, etc., etc. C'est un enfer, très compliqué, et il y a un risque d'erreur très élevé. Okay. Donc du coup, s'il peut éviter de le faire, il ne le fait pas. S'il voit quelqu'un qui a déjà balancé le résultat pré-mâché, ça passe en priorité. D'accord? Donc ça donne des pistes aussi pour, pour arriver à magouiller, à remonter là-dedans. D'accord? Et donc, il y a donc les tableaux, des FAQ, des listings, des listes à puces, des how-to, des TLDR, tout ce qui est finalement un peu les formats riches, entre guillemets, que vont sortir ChatGPT et les IA quand on leur demande un truc, en fait, en rédaction. Ça revient à peu près à ça. D'ailleurs, petit point assez rigolo, ce qu'on appelle un TLDR, c'est un résumé des points clés. Si jamais tu demandes à une IA, ChatGPT ou autre, fais-moi un article sur tel sujet, et puis tu restes vague, tu dis pas plus de choses, il va te mettre en fait à la fin conclusion. Et dans la conclusion, il va te mettre sous forme textuelle, hein, c'est pas des listes à puces, quelque chose qui correspond à ton TLDR, qui est un résumé des 4-5 idées clés, mais écrit en phrases. D'accord? Si tu peux comparer, en fait, demande-lui de faire un TLDR sur un contenu ou de faire un contenu avec une conclusion, c'est pas à peu près, c'est la même chose à 99%. Ouais. C'est choquant. D'accord? Mais ça montre bien cette notion de, on va dire, contenu typé, etc. D'accord? Et après, bah, tu rajoutes un style, tu rajoutes des mises à jour régulières, etc. Tout ça, ça va être bon parce que le style va permettre de te différencier, d'accord, de marquer ton contenu par rapport à des contenus autres, d'accord. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est important. Et évidemment, les mises à jour, bah, dans la notion de RAG et tout ça, ça va marcher. Pourquoi c'est important on va dire de caractériser ton contenu? Pourquoi? Parce que on a parlé du query fauna tout à l'heure, d'accord?
ou même tout simplement une requête classique avec des listes. Il y a les mêmes problèmes que Google, et c'est les problèmes de duplicate content. Si jamais j'ai 5 fois le copier-coller du même contenu dans un résultat de réponse Google, d'accord, et la réponse 1, 2, 3, 4, c'est les mêmes, ça n'a aucun intérêt de les donner. Donc je ne vais en donner qu'une seule, celle que je pense être la source. D'accord. Donc ça, c'est la fameuse notion de duplicate content. Eh bien, on a la même chose pour les citations. Si jamais j'ai 5 citations de sources qui disent quasiment la même chose à 99%, bon, ça peut permettre de vérifier que l'IA s'est pas trompée, mais je n'apporte pas de valeur en ajoutant ces citations-là. D'accord? Par contre, si jamais j'ai des citations avec des points de vue différents, des éléments discriminants, bah du coup, c'est intéressant parce que ça augmente la variété des sources. Après, il y a toute une problématique de dire, OK, il faut que je sois dans la moyenne de la réponse, mais que j'ai ma spécificité. Donc, est-ce que je suis dans la moyenne, pas dans la moyenne, comment je fais? La réponse, elle n'est pas simple. D'accord? Et j'en ai pas évidente à proposer. Mais si jamais j'ai des éléments, je rajoute des FAQ là où les autres ne le font pas, je donne un petit point de vue personnel, j'ai une façon d'écrire, je mets systématiquement un tableau, je mets des Un rich, TLDR au machin, début. etc. Exactement. Ça TLDR, peut c'est too aider. long to read, c'est-à-dire un petit résumé, une conclusion. Moi, le TLDR, j'en mets partout, moi. Je suis un gros fan de TLDR. Bon, après, je sais pas si ça aide tant que ça, mais moi, j'aime Ouais. bien. Même, enfin bon, on pourra en Alors, reparler, mais j'aurais une c'est encore un dernière sujet. question à te poser. Euh, à l'ère de la sémantique, est-ce que le backlink est mort? Alors, en fait, ce qui est mort, c'est la génération de trafic sur les sites de contenu. Très clairement, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en baisse violente. D'accord? Donc, si jamais, typiquement, j'ai un site média et je me rémunère par la pub, ouais, c'est la mouise, c'est Ça très clairement. va. Par contre, en fait, ça ne veut pas dire que le backlink soit mort. D'accord? Pourquoi? Parce que le backlink, c'est quoi? En dehors de toute problématique SEO. C'est une façon de classer les liens. D'accord? Et pourquoi on s'amuse à classer les liens? Parce que, en fait, on essaye de construire des structures sémantiques pour regrouper des thèmes. D'accord? Si jamais je fais un petit cocon sémantique avec sujet, sous-sujet, sous-sous-sujet, etc., qui pointe vers ma page, vers ma landing page pour faire du fric. Eh La ben, money page. ma money page, voilà, chercher le terme. Donc si je fais ça, en fait, bah, j'ai créé des espèces de liens internes pour essayer de créer une sorte de canal, enfin un topic, quoi, pour dire, bah, je suis l'expert du truc, donc c'est moi qui vais donner la meilleure réponse tout en haut de mon architecture. Ok. Quand j'achète des backlinks ou quand je pose des backlinks, c'est exactement la même chose, sauf que c'est pas chez moi. C'est-à-dire, en fait, j'achète un backlink ou je pose un backlink pardon, sur un site tiers, bah, finalement, j'essaye de construire cette espèce de funnel, hein, d'accord? Sauf que c'est on va dire, dans un périmètre que je maîtrise pas de la même façon, ok? C'est la même chose. Donc, le backlink sert à ça, ok? Ou en tout cas, pour les moteurs de recherche, c'est à ça que ça va leur servir. Et du coup, bah, si jamais j'arrête de créer des backlinks, j'arrête de créer des liens, que ce soit chez moi ou chez les autres, on voit bien Ou qu'en sur fait, les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter. alors, les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué parce que on peut les pourrir assez facilement. Et en plus de ça, les contenus sont peu accessibles extérieurement. Si je veux aller récupérer des données qui sont sur TikTok, YouTube, Insta, X, etc., c'est compliqué, c'est pas fiable. Bon, on le fait quand même dans une certaine mesure. Enfin, les moteurs le font dans une certaine mesure, mais c'est un peu compliqué. Par contre, typiquement, je veux chercher des données sur, j'en sais pas rien, Wikipédia, Reddit et compagnie. Là, c'est beaucoup plus facile. Ok. Donc, est-ce qu'on les intègre dans les réseaux sociaux? C'est à voir. Mais on va dire en tout cas, c'est certains types de réseaux sociaux. Donc du coup, les backlinks vont toujours servir parce qu'ils vont continuer de permettre de créer la pertinence topicale, ok, pour faire simple. Ok. Après, il y a aussi des notions de backlink sémantique qui apparaissent où finalement, en fait, on est en train d'essayer de générer des citations, même s'il n'y a pas de lien. Parce que finalement, si jamais on dit bah, la marque HubSpot, la marque, j'en sais rien, de CRM, le site conseil marketing, il est bien, ok? Même si je ne fais pas de lien vers le site en question, Ah, il je est l'ai cité. cité dans le texte. Voilà. Et donc, du coup, on va avoir des backlinks sans lien. Donc, des backlinks sémantiques. Alors, je sais pas si, en fait, ce sont finalement des citations, d'accord? Des co-citations. Et donc, du coup, qui vont permettre de remonter dans les citations et peut-être, à en ricocher et pas forcément, générer pardon, c'est des mentions, excuse-moi. On va générer des mentions et qui peuvent peut-être éventuellement aider à générer des citations. D'accord? Donc, c'est un truc en ricochet. Donc, on fait du branding, en fait. On fait du vrai marketing, comme on devrait en faire
depuis toujours. Et même le SEO devrait en faire depuis toujours, d'accord? Mais il y a ce point-là, ok? Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que les bases de connaissances en fait des LLM, c'est un peu comme les mises à jour Google. Elles sont mises à jour par vagues, d'accord? Et des vagues pouvant être on va dire, éloigné. ouais, très éloignées, très espacées. Et donc, du coup, effectivement, si jamais j'ai un site tout neuf que je veux lancer et dont je voudrais qu'il apparaisse sur les LLM et compagnie, bah, il va falloir attendre que déjà le LLM il ait crawlé tous les contenus que j'ai rajoutés, qu'il les ait rajoutés à sa propre base de connaissances, qu'il les intègre, qu'il les compare avec les trucs d'avant. Bref, c'est encore plus long. Avant, on disait le SEO était long à avoir des résultats, c'est encore plus long. Et avoir des résultats immédiats, c'est pas possible. Parce qu'en fait, en SEO, on peut avoir des résultats immédiats. C'est-à-dire, en fait, si je pars pas de zéro, mais que j'achète un domaine expiré ou que je pose des liens sur un site qui est crawlé à mort Mhm. tous les jours 10 000 fois, évidemment que mes résultats vont apparaître beaucoup plus vite. D'accord? Si je fais ça avec une optique LLM, sur une base historique, j'entends, hein, sur la base de Ouais, connaissances, parce ça va qu'il y a être déjà très plein de long. contenu. Pourquoi ils rajouteraient ce Eh oui, truc-là? la Qu'est-ce qui réponse, est il l'a mieux, déjà. etc. Bah Est-ce oui. que la France fait partie de l'Europe? Il le sait déjà. Donc Ouais, en il n'y a fait, pas besoin, il a déjà les sites, euh, les gens sont contents et c'est il y a ça, la réponse. c'est un peu comme, enfin, Google a dit il y a pas longtemps que son index maintenant était figé en termes de taille. C'est-à-dire, il considérait qu'en fait, il y avait des trucs qui étaient là, et ben, c'est la bonne réponse, c'est pas la peine. Comment déboucher un évier? Ben, il y a déjà 18 000 sites qui en traitent. C'est bon, les réponses, on les a. Tu rajoutes une nouvelle réponse, il y a quand même 9 chances sur 10 que ce soit identique à Ouais, une des ça n'a réponses pas déjà connues. changé la face du Voilà. monde, il n'y a pas de Donc nouveauté. ça, il dit c'est fini, je le mets pas dans mon index. Oublie. D'accord? Il va mettre que des choses qui sont originales, qui sont des choses vraiment mises à jour. Il y a une nouvelle technique avec un nouveau débouchant spécial, avec un Déboucher nouveau truc. Ok, et l'évier avec l'IA. c'est ça. Voilà. Peut-être qu'il va le mettre. Mais donc c'est ça. Donc en fait, pour la base de connaissances, ça sert à rien. Et après, pour la partie temps réel RAG, bien évidemment, les backlinks ou les citations ou les mentions, appelons ça comme on veut, ça a toujours du poids. Ça va en avoir beaucoup. Maintenant, voilà, on va dire en gros, ça va être compliqué sur des requêtes IA avec des backlinks de se positionner sur des requêtes, on va dire, très intéressantes. Si jamais je veux être, genre, je sais pas moi, rachat de crédit, que je veux attaquer rachat de crédit à l'ère des IA, ça va être très chaud. Ça va être très très chaud. Parce qu'on n'est pas sur de la longue traîne, on n'est pas sur des trucs où on va pouvoir jouer sur la finesse et les notions d'intention et tout ça. Et donc là, on rebascule sur les trucs à l'ancienne, où là, on va continuer à balancer des backlinks à l'ancienne et avoir des résultats qui apparaissent au bout d'un certain temps. Et après, sur des trucs frais, évidemment, bah là, on va poster des contenus avec ou pas des liens, peu importe, et qui vont avoir le même effet que les backlinks d'avant. Donc voilà. Donc la réponse en cours, c'est non, le backlink n'est pas mort. Par contre, on va dire, il y a des pistes sympas, c'est-à-dire que typiquement, bah, c'est quand même, si on a un objectif d'apparaître en mention visibilité sur les LLM, bah, c'est plus simple de poser des liens ou des citations sur des médias, enfin, ou des sites qui sont déjà cités. Parce qu'au moins, on est certain que Ouais, qui sont crawlés, qui seront pris en c'est ça. compte. Soit c'est dans la base de connaissances historiques, et donc typiquement, tu sais qu'il a identifié comme source, Wikipédia c'est sa source, donc il va continuer à l'identifier comme source pour le nouveau contenu et pour les mises à jour. Soit en fait, et on parle de la base historique, soit on est sur les contenus frais, et les contenus frais, bah, il va crawler en priorité ces sources-là. Donc en fait, si on a des plateformes qui sont déjà mentionnées ou citées, bah, évidemment, c'est intéressant en priorité de poser des trucs là. Voilà. Et après, de façon générale, on peut poser des liens un peu partout. Maintenant, bah, le vrai souci qu'on a, c'est que il va y avoir un délai plus important pour voir l'efficacité des mesures et Dans que ILM, ouais. pour toutes les histoires qu'on a expliquées avant de difficulté à récupérer de la donnée fiable, mesurer l'impact, ça va être compliqué. Et qu'en plus de ça, il y a plein de zéro-clic, on cumule tout ça. J'ai envie de dire, les backlinks, oui, ont toujours la même utilité. Par contre, les gens vont rechigner davantage à en acheter, comme c'était d'ailleurs le cas au début, il y a encore quelques années, où les gens ne voulaient pas acheter de backlinks. Ils vont rechigner parce qu'ils ne verront pas les impacts L'impact, ouais. de leur campagne, ou en tout cas, ça va être compliqué. Voilà. Donc le backlink n'est pas mort. Je pense que les clients vont avoir l'impression que quand ils achètent des backlinks, il y a moins d'effets, parce que tout simplement, bah, on ne peut pas mesurer et ça prend beaucoup plus de temps pour l'aspect LLM. Et entre guillemets, la mauvaise nouvelle, c'est que on est quand même en train de basculer d'un monde d'indexation Google à la classique à un monde en fait
avec de plus en plus d'IA dedans. Et donc, en fait, on va aller de plus en plus vers une augmentation de ces problématiques-là. Parce que pour l'instant, nous, en France, il n'y a que il y a que les réponses. Bientôt, ce sera mélangé. J'ai envie de dire, le côté positif de cette histoire, c'est que toutes ces notions d'IA, quand on est sur du live, ça coûte cher. Que ce soit chez GPT, Google et compagnie, d'aller récupérer des données en live, ça coûte du pognon. De faire des multi-queries et de faire des synthèses, ça coûte du pognon. Si eux n'y trouvent pas leur compte, ils vont peut-être pas le pousser à mort. Et il y a un truc réel qui dit que même si c'était utile, ils vont pas forcément le pousser à mort non plus. Pourquoi? Parce que malheureusement, si je diminue, parce que c'est ça en fait qu'il faut garder en tête, c'est Google, ChatGPT. Alors ChatGPT, on sait pas trop quel est leur modèle économique parce qu'aujourd'hui ils sont à perte. Voilà, ils ont peut-être des idées demain, mais Google, on sait quel est son modèle économique, c'est la pub. D'accord? Si jamais il y a du zéro clic, alors évidemment, le Parisien n'est pas content, le Parisien.fr, le Monde.fr n'est pas content, mais Google non plus n'est pas content parce que il y a du zéro clic, mais il n'y a pas de clic non plus sur les liens publicitaires. Ouais. Et du coup, si jamais je réduis, au lieu d'avoir 4 pages de résultats, il y en a qu'une, et il y a déjà la réponse. Que 3 emplacements publicitaires, les gens ne cliquent pas. Donc, les emplacements publicitaires vont baisser. Et parce qu'à la limite, on va dire en gros, ce qui va être lien sponsorisé dans les résultats de recherche, bon, ils vont réussir à les caser. Hein. Je me fais pas de soucis pour eux. Maintenant, est-ce qu'on va cliquer dessus? Je suis pas sûr. À voir. Et par contre, en fait, toutes les publicités qui étaient avec AdSense, donc pas les liens SERP, qui étaient sur le site ABCD, bah, si les sites ABC n'ont pas de trafic, elles apparaissent pas, hein, ces pubs. Hein. ouais. Donc, c'est la fin des haricots. Il y a encore un autre ouais. Donc, c'est pas dans leur intérêt fort de pousser tout ça. Maintenant, en fait, il faut bien garder en tête un truc tout simple, c'est pourquoi on en est là. On en est là à cause de Sam Altman. Oui, pourquoi? Oui, qui a révolutionné. Parce que Sam Altman, il allait voir, enfin pardon, Microsoft, il allait voir Sam Altman, et puis il lui a dit, bah nous, on est en retard sur l'IA dans notre moteur Bing, alors on aimerait bien, on voit que vous avez avancé sur le GPT-2, on aimerait bien intégrer tout ça chez nous. Il dit, ouais, pas de problème, ok, on signe un contrat, et sauf que Sam Altman, il a lancé ChatGPT sans prévenir. Et ChatGPT perd de l'argent tous les jours aujourd'hui, hein. Et tous les autres IA perdent de l'argent tous les jours. Enfin, en tout cas, ils n'en génèrent pas. Les abonnements ne couvrent pas du tout les frais. Ça couvre D'accord. pas. Et donc, du coup, en fait, à cause de ça, qui est un changement de façon de faire, bah, Google a été obligé de lancer un grand plan. De réagir, il a pas eu le choix. Et tous les gens se sont lancés là-dessus et tout ça. Mais aujourd'hui, on est un peu comme les réseaux sociaux au début. Les réseaux sociaux au début, Twitter et compagnie, n'étaient pas du tout rentables. Les LLM ne sont pas rentables. Maintenant, ils sont obligés d'y aller. Les moteurs de recherche sont obligés d'y aller. Et les LLM essayent de tirer leur part du marché pour être le leader de demain. Oui, avec le moteur de recherche voilà. Mais Alpha d'OpenAI, avec Comet de... C'est ça. Mais tout ça n'est pas rentable pour eux. Et donc, du coup, il y a un moment donné où ils doivent essayer de faire la part des choses entre qu'est-ce qui coûte, qu'est-ce qui rapporte, comment faire pour ménager la chair et le chou. De l'achat dans voilà. Donc, tout ça, en fait, j'ai envie de dire, c'est pas si noir que ça pour les éditeurs et les, on va dire, les éditeurs de contenu ou même les gens qui ont les e-commerçants, parce qu'il y a quand même ces problématiques-là qui vont revenir à un moment donné. Si ChatGPT, enfin, si OpenAI est toujours pas rentable dans 5 ans, il y a un moment donné où il y aura des vrais problèmes à se poser. Et donc, ce qui va se passer, à mon avis, c'est que eux vont essayer de trouver des modèles économiques pour arriver à récupérer du pognon. Donc, typiquement, faire exactement ce qu'a fait Google à l'époque de ses débuts, rajouter de la pub dans ChatGPT, rajouter des résultats sponsorisés, etc., etc. Donc en fait, on va avoir des choses qui vont évoluer. Donc aujourd'hui, le géo, c'est on va dire un petit peu ça. Et demain, il y aura probablement le GEA. C'est-à-dire en fait, comment faire pour placer ses pubs à gauche et à droite, etc. Donc voilà, c'est à la fois effrayant, passionnant, en mouvement, devenir tout ça. Donc voilà. Bah justement, si on veut en savoir plus et te contacter, on va sur quel site internet? Alors du coup, c'est une bonne question. En fait, j'ai juste un mini site aujourd'hui. Quand on tape mon nom prénom, c'est fabien.elarare.com qui pointe vers mes réseaux sociaux, mes sites. Et donc, si on veut me contacter, il suffit d'aller là. C'est assez light. Hein, c'est l'équivalent d'un mini CV en ligne. Après, j'ai, on va dire, plusieurs sites sur lesquels je publie normalement régulièrement. Mais comme en ce moment, je suis en train de travailler sur des SaaS et des outils, ça fait peut-être 2 mois que je n'ai plus rien publié. Je suis dans ma bulle. Donc voilà. Autrement, on te recherche sur LinkedIn. On peut me trouver sur LinkedIn. Avec mon nom, mon prénom, Fabien Elarare. Et je serais ravi
de me connecter avec des gens. J'interviens aussi auprès de clients sur des missions ponctuelles, des missions de longue durée, sur tout un tas de problématiques. Donc là, par exemple, cette semaine, j'ai fait tout un audit SEO et UX sur un site d'agrégation. Bon, enfin, je fais plein de types de missions, des missions de sécurité, des missions liées à l'IA, liées à la sémantique, liées au géo. J'en ai pas encore eu, mais enfin, quoique d'une certaine façon, un peu aussi. Mais c'est vrai que tu expérimentes aussi sur tous tes sites et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que tu as la remontée de terrain et ce que tu testes sur tes 200 sites, ça te permet d'avoir des retours réels. Data. Ouais, j'ai des retours réels après qui sont, on va dire, pas toujours positifs dans le sens où je teste un truc, ça marche pas, mais c'est quelque chose que je peux faire chez moi, que je peux évidemment pas faire chez un client. Je me dis, tiens, on va tenter un truc, on va bidouiller un truc avec de l'IA, on va tout réécrire le site, puis est-ce que ça passe? Bon, ça je peux pas le faire chez un client, chez moi je peux le faire. Donc voilà, j'ai ce terrain de jeu qui est assez sympathique. Bon, ouais, merci pour toutes ces infos, Fabien, et puis à très bientôt. Merci, à bientôt, salut. Bye bye.